Bonjour, alors je suis Bertrand Trinel, je suis le président de l'association des paysages, des jardins et des hommes. C'est une association de jardinage bio et naturel, bien sûr, et qui a été créée il y a 17 ans. Cette association, on a travaillé pendant 10 ans sans mettre en pratique ce qu'on disait à nos adhérents. Donc on avait besoin d'un terrain pour le mettre en pratique, pour montrer qu'on pouvait très bien faire sans produits phyto. Et ça, c'est depuis c'est la 8e année qu'on a eu ce terrain par la commune, un terrain qui fait 8500 m², qui était un ancien terrain de foot, dont l'herbe était à peu près à 1 mètre de haut quand on est arrivé. Donc ça a été très bien pour nous, parce qu'il n'y avait pas du tout d'intrants dedans chimiques. Donc on était très contents. Et puis donc on en a fait ce jardin. Donc on a commencé par entourer le jardin d'une haie champêtre de 650 arbustes. Il y a 85 variétés différentes pour les oiseaux, pour les insectes et tout, pour nous couper le vent également. Alors l'association qui regroupe quand même actuellement un peu plus de 800 adhérents partis dans toute la France, en Suisse et en Belgique. Donc on est assez satisfait de l'ampleur qu'a pris l'association. On y donne des cours de jardinage. Alors ça, c'est notre vice-président qui donne des cours de jardinage aux enfants. On donne des cours de jardinage aux adultes, des cours d'apiculture, on donne des cours de cuisine, des cours d'art floral. On fait des stages de greffe et de taille. On fait le jus de pomme pour nos adhérents. Donc on est équipé de tout le matériel, pasteurisation et tout pour faire le jus de pomme. On y fait des commandes groupées pour nos adhérents, des commandes groupées de tout ce qui est bio en terreau, en poudre de basalte, en bactériosol, etc., etc. Des commandes groupées de graines, de potagères, des commandes groupées de nichoirs et de mangeoires. Voilà. On fait des conférences, on organise des conférences, on organise des voyages, on fait énormément de choses. Vous pouvez retrouver toutes nos activités sur notre blog en tapant des paysages, des jardins et des hommes dans Google ou dans un moteur de recherche et vous allez nous retrouver. Ce jardin, on l'a scindé en plusieurs parties. Donc il y a une partie pour les enfants que vous verrez tout à l'heure, une partie jardin traditionnel, une partie jardin en carré, une partie jardin d'agrément, un verger, une basse-cour, un rucher. On y accueille même un nid de cigogne. Donc c'est ce qui était assez intéressant pour nous. Une grande diversité de plantes, puisqu'on y cultive, nous, l'association, on a une collection de tomates de 1100 variétés. Donc cette année, il y a à peu près 150 variétés différentes de plantées dans le jardin pour la sauvegarde des graines. On a à peu près 140 variétés de haricots, 140 variétés de piments de poivron, 40 variétés d'aubergines. Vous allez voir, on a une vingtaine de variétés de menthes différentes. On y cultive également des légumes qu'on ne connaît pas tellement, comme la poire de terre, le yacon, comme la poire melon, comme le physalis, comme le tomatillo, comme la jale tomate, comme l'ail éléphant. Après on a des ciboulettes chinoises, américaines, africaines, l'oignon rocambole, ail rocambole, l'oignon patate. Voilà, ce sont toutes des choses qui sont un peu inconnues des jardiniers, mais qui vont très bien dans le jardin à permaculture parce que ça peut rester en place des années. Voilà. Après on verra pour les méthodes de jardinage. Alors c'est surtout en automne et en hiver. Alors on a des canards coureurs indiens qui sont là derrière. Ces canards coureurs indiens sont des canards qui n'abîment pas du tout les plantes, mais qui vont se nourrir de limaces, qui vont se nourrir d'escargots, qui vont se nourrir de tas de choses comme ça. Les poules, c'est toujours en train de gratter, et ils ont toujours envie de manger toute la vermine, donc des larves et tout ça. Par exemple pour les pommiers, s'il y avait du carpocaps, elles vont aller chercher les larves de carpocaps et tout ça. Donc ça va éliminer beaucoup d'indésirables au jardin. Donc c'est une chose bénéfique pour le jardin de laisser courir toute la volaille à l'extérieur. Voilà, c'est pour ça qu'on les laisse courir, pour nous aider. Ce sont des auxiliaires du jardin. La poule, c'est formidable parce que ça nous donne des œufs, ça nous débarrasse de pas mal de vermine. Voilà. Et puis alors nous, on ne les tue pas, on les laisse mourir de leur belle mort. Certains diront, ça nous donne de la viande, mais pas chez nous, donc on n'a pas de viande. Mais par contre, le poulailler, quand on fait la litière, ça part au tas de compost et c'est aussi composté. Donc c'est toujours intéressant d'avoir des poules chez soi, ne serait-ce que pour les œufs. Oui, effectivement. Donc sur les fruitiers, surtout pour éviter la cloque du pêcher, même sur les abricotiers, on le met également. On pourrait le mettre également sur l'amandier, parce que vous avez vu qu'on a plein d'amandes. Et donc ça évite la cloque du pêcher. Donc nous, on le met pur. Sur les pêchers, c'est pur. C'est directement sur le tronc. Alors on le fait l'hiver quand il n'y a pas de feuilles, directement sur le tronc et sur les grosses branches. Et du coup, on n'a pas d'ennui avec la cloque du pêcher, on en a très peu.
Et vous voyez que nos péchés sont sains, sans autre artifice que le silicate de soude. Le silicate de soude, on pourrait l'employer également, mais nous on ne fait pas encore parce que nos pommiers sont sains. Pas pour le carpocase, pour la tavelure. On pourrait très bien mettre un demi-verre de silicate de soude par litre d'eau avec du bicarbonate et pulvériser pour la tavelure nos arbres en hiver. Mais ça on ne le fait pas, on n'emploie pas d'intrants du tout dans le jardin, même si c'est naturel, on ne le fait pas encore dans le jardin. On le fera si vraiment on est embêté. Le but de ce jardin, c'est d'avoir une grande diversité de plantes pour avoir un équilibre. Il faut vraiment qu'on ait un équilibre dans ce jardin, et à partir du moment où on a trouvé l'équilibre, on n'est plus embêté avec rien. Il n'y a pas d'invasion, voilà. Il y a toujours de tout, il y a toujours des petits problèmes, mais on n'a jamais d'invasion. On met de la cinte pour faire de la décoction de la cinte contre les pucerons, mais on met cette plante aussi parce qu'au printemps, quand elle est jeune, toute l'extrémité de la plante est couverte de pucerons. Donc nous, on ne va pas déclencher un plan sec quand on a des pucerons, au contraire, on va essayer d'attirer les pucerons. En attirant les pucerons, on attire les coccinelles. Et quand les visiteurs venaient en début d'année, qu'ils voyaient les pucerons, ils étaient un peu étonnés, mais quand ils revenaient une semaine après, il y avait quasiment plus de pucerons, par contre il y avait plein de coccinelles, et une semaine après, il y avait plein de larves de coccinelles. Une semaine, 15 jours après, dessus. Donc c'est très intéressant. Par contre, les coccinelles ne vont rester dans le jardin que si elles trouvent de la nourriture. Donc d'où la mise en place de capucines, on sème des capucines, on met des fèves, là on n'a pas mis ça parce qu'on n'a pas eu le temps, sinon il y a des fèves pour prendre le relais, sinon il y a des pucerons qui viennent également sur les groseilliers, donc nous on laisse, on ne s'embête pas avec ça, et on n'est jamais envahi. Et puis il y a une autre plante insecticide qui est la tanésie, et vous voyez à ce moment il y a plein de pucerons sur cette tanésie. Alors les autres tanésies, il n'y a pas de pucerons, mais là, dans une semaine, pareil, il y aura des coccinelles qui vont se nourrir de ces pucerons, et c'est très intéressant pour nous d'avoir cette plante. En plus, on peut en faire des décoctions avec cette plante pour justement lutter contre des pucerons ou lutter contre d'autres choses, parce que c'est une plante insecticide. C'est également une plante, la tanésie, qui a un parfum tout à fait particulier. Je sais pas si vous sentirez le parfum après, c'est super particulier, et c'est une plante qui va repousser les puces et les poux. Donc on peut très bien mettre dans le poulailler sur le sol et pour mettre dans les endroits où les poules pondaient. Et les poules n'avaient jamais de puces et jamais de poux. Vous voyez, ça c'est des plantes aussi très intéressantes dans un jardin. Il y a beaucoup, ils sont sortis. Là, il y a encore une fermée là. Mais pas trop. Là, ça a été sorti. Ici, c'est fermé. Là c'est sorti. Alors déjà, par la grande diversité de plantes qu'on a dans le jardin. Mais ensuite, on a installé des hôtels insectes. Alors ici, c'est un adhérent qui nous l'a fait. Un hôtel insecte avec uniquement des branches de bois qui sont percées pour les abeilles solitaires. Donc c'est intéressant d'avoir des abeilles solitaires dans le jardin. On a d'autres hôtels insectes un peu plus loin qu'on verra tout à l'heure. Mais surtout, il y a des coins qu'on laisse sauvages, complètement sauvages. Des tas de bois qui restent sur place, qui vont attirer des insectes, mais qui vont attirer des rongeurs, des hérissons qui vont pouvoir se mettre à l'abri. Parce que les hérissons, il faut savoir que le hérisson est en voie de disparition actuellement. Et il y a des études en Normandie qui pensent que dans 3 ans, les hérissons seront en extinction en Europe. C'est que le hérisson, ça fait 10 millions d'années qu'il existe, et en quelques décennies, l'humain va le faire disparaître à cause des pesticides, à cause des tas de choses qui sont en train de réduire sa défense immunitaire. Donc le hérisson, il faut surtout faire attention à bien le préserver. On peut mettre de l'eau dans les sous-coupes pour lui boire. S'il avait vraiment très faim, des croquettes pour chat, c'est très bien. Sachant que les croquettes pour chat, ça va attirer les rats également. L'idéal, c'est un milieu naturel pour le hérisson. Voilà. Ça fait partie aussi de la biodiversité. Et le hérisson, c'est un auxiliaire du jardin, du jardinier, qui va se nourrir de limaces, de tas de choses, de larves, d'escargots et puis de plein de larves qui sont nuisibles, qui s'attaquent à nos légumes. Donc il faut à tout prix essayer de sauvegarder le hérisson qui est en nette voie de disparition actuellement. Il faut accueillir les oiseaux, il faut accueillir plein de choses avec des nichoirs, il faut mettre des arbres bien différents, d'essences différentes. Mettre une haie champêtre plutôt que des conifères, des tuyas ou des cyprès. Les tuyas et les cyprès sont des arbres qui viennent à 30 mètres de haut, donc il faut les tailler 2 fois par an. La haie champêtre, ce sont des arbres des variétés différentes, donc il n'y a pas de... Si une maladie s'éclare, elle va être cantonnée à un seul arbre. Quand vous mettez une haie de conifères, tous les arbres qui sont dans la même famille, les racines se soudent entre elles pour que les arbres puissent s'aider.
Donc elles se transportent la nourriture, ils se transportent la nourriture, ils vont se transporter, ils vont aider, quand on en coupe un, la souche va continuer à nourrir les autres arbres, et les autres arbres vont nourrir la souche. Mais par contre, s'il y a une maladie, la maladie va se répandre dans toute la haie. Donc évitez à tout prix des uniformes, il faut vraiment mettre des haies champêtres. Les haies champêtres, vous allez voir, ça accueille plein d'oiseaux. Ça, c'est un nichoir à mésanges. Donc les nichoirs à mésanges, on en a mis un peu partout. On va en rajouter tout plein parce que on devrait en mettre ici une cinquantaine dans le terrain. Par la suite, on attendait que les arbres grandissent pour en mettre plus. Là, on les a mis soit sur cette petite cabane que notre vice-président a fait avec les enfants. Mais on en met sur les poteaux, mais c'est un peu bas, mais n'empêche que les mésanges viennent quand même. Il faut savoir ici, quand on a commencé le terrain il y a 7 ans, il n'y avait aucun chant d'oiseaux. Et au printemps, c'est incroyable la cacophonie d'oiseaux qui sont là. Et donc les arbres commencent à grandir, donc on va mettre des nichoirs un peu sur chaque arbre, enfin pas sur chaque arbre parce qu'on a 150 pommiers fruitiers différents, mais on va mettre pas mal de nichoirs. On va essayer d'arriver à une quarantaine, 50 nichoirs par la suite. Ça c'est aussi pour accueillir les oiseaux. Alors on mettra toutes sortes de nichoirs, il n'y a pas que les nichoirs à mésanges, hein. Il y a aussi les nichoirs à rouge-gorge, enfin les rouges-gorges, il y a plein de choses, quoi, les grimpauds. Voilà, on va essayer de faire plein de nichoirs différents. Les mésanges, c'est hyper utile. C'est pour le carpocaps, par exemple, il faut en avoir. Alors maintenant, on parle de la pyrale du buis qui arrive chez nous. Et ben, les mésanges aiment bien l'attaquer. On disait que ça n'attaquait pas la pyrale du buis, le papillon. Et bien si, moi je les ai vus bien se nourrir de papillons chez mon père et je les ai vus s'attaquer aux papillons. C'est très intéressant. Plus vous avez d'oiseaux comme ça, plus on a d'oiseaux dans le jardin, et mieux c'est. Donc, quand on a des mésanges dans un jardin, c'est bon pour tout le carpocaps, pour d'autres choses, même pour la pyrite du chou, parce qu'eux, ils en prennent. Et donc, il ne faut pas hésiter à les nourrir l'hiver avec des grains, ne pas oublier de mettre de l'eau. Et en ce moment, on a des périodes caniculaires, il faut mettre de l'eau dans des soucoupes aussi pour que les oiseaux puissent avoir à boire. Mis en hauteur pour éviter les prédateurs des oiseaux. Le jardin est entouré d'une haie champêtre qu'on a plantée il y a 6 ans, sur 2 rangées en quinconce, donc avec des essences complètement différentes. Il y a 85 variétés, sur 650 arbustes, il y a 85 variétés. Donc comme ici, vous avez un petit sol qui va donner des couleurs. Ici, vous avez un groseillier à fleurs jaunes. Bon, les fruits, quand il y aura des fruits, les oiseaux viennent les manger. On a par exemple des viburnums qui vont donner une fructification aussi pour les oiseaux. On a pas mal de sureaux également, des sureaux nigras. Donc les sureaux nigras, très intéressants pour nous parce qu'on peut faire d'excellentes confitures avec la floraison, avec des fleurs, avec les ombelles. Excellentes confitures. On peut s'en servir pour faire aussi du jus quand les baies sont bien noires et bien mûres. Mais les oiseaux vont s'en régaler, vont se nourrir de ça. On a aussi par exemple le Leicesteria, qui n'est pas un arbre de la région, le Leicesteria formosa, qui est ce qu'on appelle l'arbre au faisan. Et les oiseaux se régalent des baies qui ont un goût de caramel brûlé. Donc voilà, donc on a une très grande diversité. Et ça c'est très bien parce que les oiseaux viennent nicher dedans, les insectes peuvent s'y réfugier, il y a des rongeurs qui peuvent y aller aussi, donc c'est toute une grande diversité de vie qu'il y a dans cette haie. Et puis après c'est la diversité aussi de la flore, il n'y a pas que la faune, il y a aussi la flore parce que tous les arbres sont différents, tous les arbustes sont différents. Donc si vraiment un arbuste était malade un jour, il n'y a que lui qui serait malade, parce que comme ce sont des variétés différentes, les racines ne se soudent pas, donc ils ne transmettent pas la maladie à l'autre, et on a toujours une haie qui reste verte, qui reste bien verte. Alors l'avantage de cette haie, c'est qu'on n'est pas obligé de la tailler souvent. Ce sont des arbustes qui vont venir maximum à 3-4 mètres de haut. Donc c'est pas comme une haie de cyprès, de tuyaux, il faut toujours tailler 2 fois par an. Là, on n'est pas obligé de la tailler. On la laisse déborder, elle n'est pas en ligne droite, elle est naturelle, et c'est ce qui fait aussi la beauté de cette haie. Et malgré les températures extrêmes de cette année, la haie reste bien verte. Voilà. Et ça, la haie, à notre effet, c'est un effet coupe-vent. Alors, on est en plein vent aujourd'hui quand même, il y a quand même beaucoup de vent, mais sans cette haie, on ne pourrait pas rester dans le jardin comme ça. Donc c'est un effet coupe-vent. Ça permet aussi de garder plus d'humidité pour les plantes que si on n'avait pas de haie. Donc c'est aussi l'intérêt d'avoir des haies champêtres autour de chez soi. Alors la haie champêtre, elle peut se faire avec beaucoup d'arbres de la région comme nous on a fait, mais on y a rajouté également des plantes ornementales. Parce que pour donner des couleurs, par exemple, vous voyez derrière vous, il y a Sambucus nigra, c'est Blackless, donc on en a mis dans la haie aussi. Ça c'est intéressant, que c'est un feuillage pourpre, ça a une floraison
en ombelle rose. Mais comme c'est un Sambucus, un Suroux nigra, les baies sont comestibles pour les oiseaux. Nous, on peut s'en servir également, c'est toujours comestible. Donc c'est intéressant. On a mis par exemple des Cornus alba aurea, qui a un feuillage jaune, aussi pour donner un peu de couleur dans la haie. On met des tamaris qui donnent un peu de fleurs, de floraison. On a mis des aronias. Alors l'aronia, c'est une plante qui n'est pas très bien connue chez nous, mais qui est connue beaucoup plus dans les États de l'Est. Hein. Ça vient de l'Est. Ça a une un beau feuillage rouge à l'automne, mais toutes les baies sont comestibles par les oiseaux. Et elles auraient aussi des vertus médicinales pour les humains. Donc vous voyez, c'est un mélange de haies, c'est une recherche dans la haie, ce qu'on veut faire, c'est une diversité. Il faut vraiment chercher la diversité si vous voulez un jardin en équilibre. Plus vous avez de diversité de plantes dans votre jardin, plus vous aurez un jardin en équilibre. Plus vous allez accueillir la faune, hein, plus vous avez d'insectes auxiliaires du jardinier, plus vous avez d'oiseaux dans votre jardin, plus vous êtes tranquille et pas vous inquiéter avec les maladies, avec des ravageurs et tout ça, parce que vous n'en avez plus. Vous n'avez presque pas de maladies, vous n'avez presque pas de ravageurs. Voilà. Alors, on va parler par exemple des choux. Alors, vous savez que les choux sont attaqués par la chenille de la pyrite du chou, hein, qui est un papillon blanc avec des points noirs qui pond sur les choux. Donc, pour éviter qu'elle vienne pondre, il y a quand même des plantes ici, comme la Tennessee, qui ont une odeur répulsive pour le papillon. Donc le papillon ne va pas venir, donc on peut en mettre, quand les choux poussent, on peut en mettre sur les choux, on peut en mettre entre les rangs de choux, pour éviter que les papillons ne viennent. Il y a aussi une autre plante qui est intéressante, c'est un arbre, c'est l'aulne. Un aulne, vous cueillez des branches d'aulne vertes, vous les piquez dans le sol entre les choux, et les papillons ne viendront pas parce qu'ils ont horreur de cette odeur, de l'odeur de l'aulne. Mais par contre, quand elles sèchent, ça n'a plus ce même effet, donc il faut les remplacer tous les 2-3 jours. Mais voilà, c'est des petites choses qui vont faciles à faire et qu'on n'a pas besoin de traitement contre la pyrite. Si malgré tout, la pyrite du chou attaquée et allait pondre sur vos choux, ça va très vite également, tout de suite au départ, de tuer les quelques chenilles que vous allez voir au départ. Dès que vous les tuez, vous les écrasez, vous mettez des gants, vous les écrasez, vous en êtes débarrassé. Mais par contre, si vous avez vraiment un jardin en équilibre, s'il y a plein d'oiseaux, c'est pas vous qui allez les écraser, c'est les oiseaux qui vont venir vous en débarrasser. Hein, c'est toujours pareil, hein, le but c'est d'avoir un jardin en équilibre. Hein, alors bien sûr, il faut savoir que si vous commencez à traiter à chaque fois que vous avez quelque chose dans le jardin, vous allez détruire les auxiliaires, pas mal d'auxiliaires, qui ne seront pas là au moment où vous en aurez besoin. Et alors à ce moment-là, c'est toujours la croix, la bannière dans votre jardin. Il y a des gens qui viennent et qui disent, nous on est toujours envahis ici, toujours envahis. Ouais, mais c'est de leur faute. Hein. Sachez que quand il arrive quelque chose, c'est que vous avez fait une erreur. Et réfléchir, un peu réfléchir, pourquoi ça se passe comme ça et pourquoi ça ne pourrait pas se passer autrement. C'est quand même mieux de ne rien avoir à faire que de toujours devoir traiter ou faire des choses qu'il ne faudrait pas. Il faut être partisan du moindre effort dans un jardin. C'est bien d'être contemplatif aussi de temps en temps. Regardez un peu comment vivent les insectes, comment vivent les oiseaux, comment tout ça se passe. Regardez derrière, il y a un silphium. Vous voyez les bourdons qui viennent butiner sur le silphium. Silphium qui a une tige un peu carrée, donc est une réserve d'eau aussi pour les insectes, parce que la feuille, comme le lacardaire, le cabaret des oiseaux, la feuille enserre la tige est parfaitement carrée, et les insectes peuvent venir puiser de l'eau également là-dedans. Mais elle vient butiner également énormément, là vous voyez tous les bourdons qui viennent butiner. Alors ici, il y a quand même pas mal de variétés de bourdons qui viennent dans le jardin. Il faut savoir que dans le Nord-Pas-de-Calais, je crois qu'il y a 28 espèces de bourdons différents, il y a 380 sortes d'abeilles différentes. Donc, mais ça pollinise, ça permet la pollinisation, ça permet beaucoup de choses. Donc il faut vraiment accueillir les insectes dans le jardin en y mettant des plantes. Alors par exemple, on a eu le jardin, l'herbe est à peu près 1 mètre de haut. Donc on a fauché l'herbe, on n'a pas mis de pelouse, on a tout laissé comme ça. Ce qui permet d'avoir plein de plantes dans le jardin sauvage. Par exemple au printemps, alors je sais bien que les gens ils râlent toujours sur les pissenlits, mais au printemps c'est plein de pissenlits. Ceci dit, les pissenlits c'est très bon pour la santé, vous pouvez les manger, les racines, les tiges de pissenlit, les fleurs de pissenlit pour en faire de la confiture également. Et c'est très bon de manger des feuilles de pissenlit pour la santé. Donc nous c'est couvert de pissenlit. Après il y a plein de pâquerettes qui viennent. Mais tout ça, ça donne de la nourriture aux oiseaux. Et si vous regardez le sol, vous avez encore toujours des petites fleurs qui sont là, qui viennent, hein, là, ça c'est de la minette et tout ça. Mais ça, il y a plein d'insectes qui viennent butiner dans une pousse comme ça. Là, il y a de l'aquilée qui pousse. Voilà, et ça c'est bon. C'est bon pour la biodiversité. Donc surtout, il ne faut pas avoir une pelouse qui soit une moquette. Une pelouse doit être vivante. Pensez actuellement que les seuls lieux de nourriture et de réserve naturelle pour les insectes, pour les oiseaux, ce sont nos jardins.
Ce qu'on fait encore dans le jardin, ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, c'est qu'on accueille des écoles et des centres aérés, donc des gamins des écoles et centres aérés pour des visites de 5 sens dans le jardin, des ateliers auxiliaires du jardin, des ateliers oiseaux ou encore des ateliers art floral. Donc toutes les écoles qui veulent venir, on a une convention et surtout n'hésitez pas à nous contacter pour tout ça. Et puis il y a un énorme événement dont je n'ai pas parlé, je voulais pas garder ça pour la fin, c'est qu'on organise la fête de la tomate et des légumes anciens à Vesquerque. On a commencé il y a 17 ans cette fête. Elle est devenue, selon les tomatophiles, comme la plus grande fête de la tomate de France, sur ce thème-là, et des légumes anciens, et certainement d'Europe d'après eux, parce qu'il vient quand même à notre fête de tomate des gens qui sont amateurs de tomates, qui viennent de Pologne, qui viennent de Grèce, qui viennent de Suisse, qui viennent d'Allemagne, qui viennent d'Angleterre et tout ça. Nous, on a 1100 variétés de tomates dans l'association, mais à la fête de la tomate, vous allez en voir une exposition à peu près de 4000 variétés de tomates. Et on a la chance d'avoir invité un jour un des plus grands planteurs des légumes du monde, qui est Tom Wagner, qui est un Américain, qui était venu chez nous à notre fête, donc faire une conférence et tenir un stand. Et il a créé une tomate spécialement ici pour le coin. Il aimait bien le village de Robec qu'il a traversé plusieurs fois. Donc il a créé la zébrée de Robec. Une tomate zébrée de Robec est tout à fait du coin pour nous. C'est une croisée de la Green Zebra qu'il avait créée précédemment. Et donc c'est une très bonne tomate, mais beaucoup plus prolifique que la Green Zebra. Elle ressemble à la Green Zebra, un peu plus grosse et qui donne beaucoup plus de tomates. Donc on en est aussi très content de tout ça. La fête de la tomate, c'est le deuxième dimanche de septembre. Hein, ça se passe sur 2 hectares et puis dans la salle des fêtes. Donc franchement, je vous invite à venir cette année, c'est le 11 septembre. Venez, je pense que vous ne serez pas déçus.